Aurore Berger est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche des Yvelines. Porte-parole des députés de La République En Marche. Vous avez un rôle important. Emmanuel Macron est à Calais aujourd'hui. Des associations humanitaires déposent plainte contre X pour destruction, dégradation de biens leur appartenant. Le Secours catholique, l'Auberge des migrants s'associe à la plainte. Sacs de couchage, bâches distribués aux migrants qui ont été confisqués et détruits. Est-ce acceptable? Est-ce condamnable? Si jamais ces faits sont avérés, et pour l'instant ils ne le sont pas, il faut qu'il y ait une enquête qui puisse être diligentée. Si jamais ces faits sont avérés, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur l'a réaffirmé, c'est inacceptable et ça mérite évidemment des sanctions exemplaires. Mais aujourd'hui, ces faits ne sont pas avérés, les policiers qui travaillent à Calais travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et moi je veux leur réaffirmer mon soutien. Bien, Aurore Berger, vous êtes depuis hier en séminaire La République En Marche pour parler de ce fameux projet de loi, entre autres, mais c'est l'un des sujets importants, de ce fameux projet de loi Asile et Immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'idée, c'est quoi? C'est expulser mieux? Comment expulser mieux? C'est ça l'idée de fond? Le constat de départ, c'est de dire qu'aujourd'hui le système dysfonctionne et que tout le monde est d'accord pour dire que en France aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Déjà, on accueille mal. Partons de là. On accueille mal aujourd'hui celles et ceux qui sont en droit de venir dans notre pays. Et donc la France, si elle veut rester à la hauteur aussi de ce qui fait son histoire, de ce qui fait ses valeurs, il faut qu'elle puisse accueillir celles et ceux qui sont les plus vulnérables, celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre ou les persécutions. Aujourd'hui, on les accueille mal et on les intègre pas. Donc il faut aussi qu'il y ait un parcours d'intégration qui puisse être proposé. Et évidemment, oui, ça je l'assume avec le ministre de l'Intérieur, celles et ceux qui sont déboutés de leur demande de droit d'asile n'ont pas vocation à rester. Sinon c'est incompréhensible. Expulser mieux. Expulser mieux ceux qui ont été déboutés. Et plus vite. Instruire déjà plus vite les demandes de droit d'asile. Aujourd'hui, vous avez en moyenne, quand vous êtes demandeur d'asile, il y a à peu près 14 mois pour instruire votre dossier. C'est une moyenne. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui attendent parfois des années pour savoir. À partir du moment où vous attendez des années sur le territoire français, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation de fait qui se met en place. Parfois, certains développent des familles, ont des enfants qui sont évidemment scolarisés, parce qu'en France, on ne fait pas le tri dans les enfants et tous les enfants méritent la scolarisation. Et puis parfois, vous travaillez de manière illégale. Bref, vous êtes implanté en France et évidemment, la situation, elle n'est pas sereine. Est-ce que vous faites la distinction entre migrants économiques et réfugiés? Franchement. La distinction, elle existe de fait, puisque vous ne venez pas pour les mêmes raisons. Mais vous la faites? Moi, je la fais. Vous ne venez pas pour les mêmes raisons en France. Si vous fuyez un théâtre de guerre, si vous fuyez des persécutions, si vous avez été victime d'exactions... Est-ce qu'il vaut mieux mourir de faim ou mourir de la guerre? Monsieur Bourdin, comment vous faites, vous, pour intégrer demain... je vous pose la question, ne me posez pas. Moi, j'ai aucune réponse. Mais moi, la réponse vous appartient. La réponse que j'apporte et qu'apporte le ministre de l'Intérieur et le président de la République, c'est de dire que si on veut que les Français continuent à vouloir accueillir ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont le plus en situation de vulnérabilité, alors il faut avoir une politique équilibrée. Il faut accueillir en effet ceux qui sont des réfugiés politiques et il faut être ferme sur la question des migrations économiques. Parce que si on meurt de faim dans son pays, on a peu de chances de rester en France. Si on meurt de la guerre dans son pays, on a beaucoup plus de chances de rester dans notre pays. C'est la raison pour laquelle la France, par exemple... On est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle, Monsieur Bourdin, la France, par exemple, augmente son budget pour le co-développement. Parce que si vous mourrez de faim, si vous mourrez de faim dans votre pays, il faut évidemment que la France vous aide. Mais est-ce que pour autant, il faut que vous fuyiez votre pays? La réponse, elle n'est pas forcément oui. Et est-ce que la France est en capacité d'avoir 200 000 personnes par an, à minima, qui entreraient dans le pays et qui seraient intégrées? Ça n'est pas vrai. Nous ne sommes pas en mesure de le faire aujourd'hui. La circulaire du ministère de l'Intérieur, qui date de décembre, qui fait parler beaucoup de responsables politiques, couler beaucoup d'encre. Je vous rappelle que dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a des fonctionnaires de préfecture ou d'office d'immigration qui peuvent aller recenser celles et ceux qui sont dans ces centres d'urgence. Cette circulaire ne sera pas retirée, on est bien d'accord. Le ministre de l'Intérieur l'a... Mais bien sûr. Pourquoi serait-elle retirée? Parce que j'ai vu que les associations continuent à protester. Les associations ont le droit d'émettre l'avis qui est le leur. Mais nous, notre responsabilité... Mais ça veut dire quoi? Le risque, c'est que certains migrants
ne viendront plus. Attendez, vous n'accepteront plus de venir dans ces centres d'hébergement d'urgence. Jean-Jacques Bourdin, vous savez que les équipes mobiles, elles sont déjà déployées en Île-de-France. Oui. Est-ce qu'en Île-de-France, vous avez vu des alertes particulières? Est-ce qu'en Île-de-France, on a dit que la situation se passait mal avec le déploiement de ces équipes mobiles? La circulaire, elle dit deux choses très simples, et encore une fois, sur une recherche d'équilibre. D'une part, il y a un droit inconditionnel en France à être mis à l'abri. En gros, si vous arrivez, que vous êtes dans une situation vulnérable, que vous êtes une femme enceinte par exemple, on ne vous demande pas en France si vous êtes en situation régulière ou irrégulière. On vous met à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence. Et ça, c'est l'honneur de la France. Mais ce droit à la mise à l'abri qui est inconditionnel, c'est pas un droit indifférencié. On a quand même le droit de savoir qui est en France, qui est dans les centres d'hébergement. On a par exemple des gens qui sont des demandeurs d'asile, qui n'ont pas vocation à rester dans ces centres, qui ont justement vocation à pouvoir réaliser les démarches qui sont les leurs pour pouvoir demain être intégrés en France. Et encore une fois, on voit bien que le système dysfonctionne. Aurore Berger, jeudi, sommet franco-britannique, Emmanuel Macron rencontrera Theresa May. Que va-t-on demander à la Grande-Bretagne? Un effort financier simplement à Calais? Écoutez, le ministre de l'Intérieur a commencé à esquisser ce matin un certain nombre de pistes. Clairement, il y a la question des accords du Touquet qui se pose. Puisque clairement, ce qui se passe par exemple... La frontière est côté français aujourd'hui, la frontière est côté français et on sait bien que celles et ceux qui sont à Calais, qui sont beaucoup moins nombreux qu'il y a un an... la frontière c'est au président de la République d'avoir cette discussion avec Theresa May. Je ne suis ni le président de la République, ni Theresa May. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un effort. Il faut qu'il y ait un effort qui soit partagé. Financier. Il faut qu'il y ait un effort qui soit partagé et qui, à mon sens, ne doit pas juste, peut-être pas juste un effort financier sur la question des flux migratoires. Ce ne sera pas juste un effort financier. Moi, mon avis est qu'il ne faut peut-être pas que ce soit juste un effort financier. Je dis ça parce que vous êtes au courant de tout, Aurore Berger, non? Peut-être pas. Certains députés de la République En Marche pourraient ne pas voter le texte, le projet de loi, c'est vrai ou pas? Écoutez, moi, personne ne m'a dit... J'ai lu ça aussi. Vous savez, on lit beaucoup de choses. Mais moi, si je commentais toutes les rumeurs, je passerais mon temps à commenter des rumeurs. Donc, j'évite de le faire et je travaille avec mes collègues. Et il y a une solidarité sur ce texte, comme il y en a sur l'ensemble des textes. Tout simplement parce qu'on met en œuvre la politique pour laquelle on a été élu. Et c'est ça que les Français Est-ce que le débat est aporétique au sein de la République En Marche? Mais on doit avoir un débat au sein du groupe. Et il existe sur ce sujet comme il existe sur l'ensemble des sujets. Il doit se faire en interne de notre groupe, tout simplement. Donc, il n'est pas aporétique. C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué. Il n'a jamais été bloqué, le débat. Bon, d'accord. Vous savez, il existe. Moi, je vous dis, on a 2 réunions de groupe qui ont lieu chaque semaine. Encore un séminaire là. Je vous assure que le débat existe et c'est sain. Au tout début du mandat, on nous disait, vous débattez pas assez au sein du groupe. On a l'impression d'un groupe caporalisé. Aujourd'hui, vous dites, finalement, vous débattriez peut-être un petit peu trop. Non, on débat tout simplement des grands projets qui nous sont soumis. Vous ne parlez pas beaucoup d'Alain Juppé, j'imagine. Enfin, on vous en parle puisque vous avez été sa collaboratrice. J'ai pas été sa collaboratrice, mais j'ai eu la chance de faire sa campagne. Pour lui. Oui. Travailler pour lui. Alain Juppé qui semble prendre ses distances avec Laurent Wauquiez. Il l'a dit clairement, puisqu'il a dit qu'il se mettait en retrait des Républicains. Donc je pense que il quitte le parti, clair. Selon vous, ou pas? C'est pas ce qu'il a dit. Il ne faut pas faire dire à Alain Juppé ce qu'il n'a pas dit. Donc voilà. Vous savez, il est très libre. Et le fait qu'il fasse ça... si j'ai bien compris, à une grande alliance avec Emmanuel Macron pour les européennes. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Et encore une fois, pour connaître un petit peu Alain Juppé, je ne me permettrai pas de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il a dit une chose qui me semble très forte, c'est qu'en effet, il ne reprenait pas sa carte aux Républicains, qu'il considérait que l'élection de Laurent Wauquiez ne correspondait pas à ses valeurs, notamment sur la question européenne. Et c'est quand même pas n'importe qui. C'est non seulement l'ancien Premier ministre, mais c'est aussi celui qui a fondé l'UMP. Il y aura ceux qui sont contre et ceux qui sont pour l'Europe en 2019. Je pense qu'on aura un clivage de cet ordre-là, comme on l'a vu d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron dans le même camp. Mais attendez, qui partage des valeurs, ça me paraît assez évident. Vous savez, j'ai fait sa campagne et je suis aujourd'hui une députée d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe était l'un des plus proches d'Alain Juppé. Il est aujourd'hui Premier ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous souhaitez qu'il rejoigne La République En Marche ? Enfin, c'est à lui de le décider. Je pense qu'il est libre. Il est libre dans sa parole. Non, mais il est libre dans sa parole, dans son expression. Et encore une fois, il le prouve. Il n'a rien à gagner à faire ce genre d'annonce. Il le fait parce qu'il voit bien que les convictions qui sont les siennes ne sont pas aujourd'hui représentées au sein des Républicains. Et c'est un constat qui est quand même partagé par de nombreuses personnalités. Dominique Bussereau également, Fabienne Keller. Enfin, vous avez énormément de parlementaires ou d'anciens ministres, Xavier Bertrand, qui aujourd'hui ne se retrouvent plus au sein des Républicains de Laurent Wauquiez. Notre-Dame-des-Landes, est-ce que la décision est prise ? Écoutez, si elle l'est, moi je n'en ai pas connaissance. J'ai vu que vous en aviez parlé. Moi je sais qu'il y a des consultations. Moi je sais qu'elle est prise. Eh bien écoutez, peut-être nous verrons. Moi je sais qu'il y a des consultations qui sont en place en tout cas. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a dit que les zadistes les plus extrémistes seraient évacués.
La ZAD sera évacuée. La ZAD, mais toute la ZAD ? C'est une occupation illégale. Et d'ailleurs, on a toujours dit que les deux sujets n'étaient pas les mêmes. La question de l'avenir aéroportuaire du Grand Ouest, parce qu'on sait qu'il y a un trafic qui va doubler d'ici 2040, donc on a une question économique. Les éléments les plus radicaux seront et on a la question de la ZAD. Resteront. Écoutez, moi, je connais la fermeté aussi du ministre de l'Intérieur. Le fait qu'il a dit de manière très claire que c'était une occupation illégale, et une occupation illégale n'a pas vocation à perdurer. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'il y ait un autre avenir pour ce territoire, et c'est la raison pour laquelle Édouard Philippe s'y est rendu d'ailleurs. Vous avez vu ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault ? Renoncer à Notre-Dame-des-Landes serait opportuniste et tactique. Écoutez, je crois que Jean-Marc Ayrault n'a pas totalement réussi dans le mandat précédent, alors qu'il était Premier ministre, à permettre que Notre-Dame-des-Landes existe ou à permettre d'évacuer la ZAD. Oui. C'est un constat. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui. Disons que le constat de l'efficacité de Jean-Marc Ayrault sur ce dossier n'est pas totalement fait. Mais vous ne renoncerez pas, de toute façon. Mais moi, je n'ai pas à vous dire quelle sera la décision, parce que la décision, elle appartient au Premier ministre, et c'est lui qui la dévoilera. Je dis vous ne renoncerez pas, d'ailleurs que ça ne se fera pas. L'aéroport ne se fera pas. Vous me ferez pas dire ce que vous avez envie. Prenez les paris avec moi. Moi, je ne prends pas de paris, vous savez, ni à la télévision, ni ailleurs. D'accord. Moi, c'est le Premier ministre qui annoncera sa décision. D'accord. Les promesses d'Emmanuel Macron sont tenues. Sont toutes tenues ? Vous êtes certaine ? Dites-moi. Bon, alors j'attends. Où seront tenues ? Réduire d'un tiers le nombre de députés et sénateurs, ça sera tenu ? Je peux vous dire qu'on y est très engagé, et notamment au sein du groupe parlementaire, et qu'on souhaite qu'on ait une réforme constitutionnelle d'ampleur, pas que sur ce sujet d'ailleurs. Oui, limité à 3 mandats successifs. Le nombre de mandats parlementaires, oui, tout à fait. Oui, ça aussi ? Tout à fait. Malgré l'opposition du président du Sénat ? Écoutez, en tout cas, moi je peux parler que pour l'Assemblée nationale et pour le groupe que j'ai la chance, dont j'ai la chance d'être la porte-parole. Mais c'est nécessaire, c'est-à-dire que... Il y aura réforme constitutionnelle, institutionnelle et constitutionnelle. Mais on a besoin d'un renouvellement politique. Normalement, c'est avant fin 2018, je pense même avant l'été, en effet, qu'il y aura des premières annonces clés qui seront faites par la garde des Sceaux notamment, parce que c'est elle qui va pouvoir piloter la réforme constitutionnelle avec le Parlement, Assemblée et Sénat. Mais en tout cas, pour l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'elle a été très renouvelée, notamment avec l'intégration de notre groupe. Alors les 3/5 quand même, des députés. Les 3/5 ou un référendum. Les 3/5 ou un référendum. Et il a toujours été dit par le président de la République lui-même qu'il ne s'interdisait rien, parce que c'est une réforme majeure qui doit exister. Un référendum est possible sur une réforme comme celle-là. Mais c'est une réforme qui intéresse l'ensemble des Français, de savoir pour qui ils vont voter demain. Est-ce qu'il y aura ou non de la proportionnelle ? Un référendum, si jamais le président du Sénat est opposé, s'il n'y a pas cette majorité des 3/5, vous êtes favorable à un référendum ? On va déjà espérer qu'on puisse obtenir la majorité des 3/5. On va d'abord travailler cette concertation avec le Sénat. Sinon, écoutez, s'il y avait un blocage... Faut pas avoir peur d'un référendum ? Il ne faut jamais avoir peur de toute façon d'interroger les Français, encore une fois, sur un sujet qui les concerne. Et une réforme de la Constitution, c'est un acte majeur. On va fêter l'anniversaire d'ailleurs de la Constitution. C'est pour ça, de 1958. Voilà, on doit toujours toucher la loi comme la Constitution avec une main tremblante. 60 ans. Mais on a besoin sur ce sujet-là de renouveler les choses. On a renouvelé la vie politique de manière assez évidente en 2017, mais c'est pas pour que nous, on reproduise les mêmes erreurs. C'est-à-dire, moi, j'ai pas vocation à être parlementaire pendant 4 ou 5 mandats. 3 mandats, c'est largement suffisant. Donc, parce qu'il faut qu'on intègre ce renouvellement. S'il n'y a pas l'assurance d'avoir une majorité sur le sujet, il y aura référendum. Il ne faut rien exclure en tout cas. Et en plus, on est aujourd'hui au début des échanges et des discussions sur ce sujet. Bon. Autre chose, la suppression du RSI pour l'adosser au régime général, ça a commencé. Oui, tout à fait. Et c'était une demande très forte. Je pense que vous l'avez bien vu sur votre antenne, de tous les indépendants qui considéraient à la fois qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés dans le régime qui était le leur et qu'il manquait d'interlocuteurs. Qui pèse sur les indépendants. On avait dit, et c'est ce qu'on a voté d'ailleurs, que l'intégration du RSI au régime général se ferait sur la même base de niveau de cotisation que celle qu'ils avaient au moment du RSI, pour que justement il n'ait pas d'augmentation de charges. Et puis après, ils bénéficient aussi de la baisse des cotisations sociales. Les indépendants, les entrepreneurs, le droit au chômage, où est-ce que vous en êtes ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont de nature différente. On a notamment un grand projet de réforme sur assurance chômage, formation professionnelle et apprentissage. C'est un projet global qui sera présenté, avec notamment ce qui a été dit par la ministre du Travail, l'idée qu'on ait des droits rechargeables. C'est-à-dire que tous les 5 à 7 ans, puisque c'est encore en train d'être étudié, eh bien, si vous avez un projet professionnel, si par exemple vous voulez monter une entreprise, eh bien, vous puissiez démissionner. Je pense que ça a 2
deux intérêts. Le premier, c'est que vous ne faites pas reposer la charge sur votre entreprise, par exemple, en lui demandant une rupture conventionnelle, parce que c'est pas à elle de payer pour un projet professionnel futur. Et puis, vous réintégrez plus de risques, parce que si vous savez que vous avez un filet de sécurité et de protection, eh bien, vous osez plus. Donc, les indépendants et les entrepreneurs auront droit au chômage. Je pense que c'est quelque chose qui est mais nécessaire. Mais pas les professions libérales. Mais il faut en discuter encore une fois. Mais où est-ce que vous en êtes? C'est une promesse, ça, d'Emmanuel Macron. Je vous dis juste, vous savez, il y a certaines choses qui passent par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Moi, je ne préjuge pas de la fin des débats avant même qu'ils aient commencé. Donc, je sais qu'on a ce sujet-là. Je sais que c'est important qu'on puisse réintégrer de la mobilité. Et oui, on va le faire. C'est-à-dire que, par exemple, les démissionnaires auront un droit demain au chômage parce que, encore une fois, non seulement c'est une promesse, mais en plus, c'est quelque chose de positif pour notre société. Autre promesse du président de la République, le service national de courte durée, obligatoire et universel. Moi, je me souviens très bien. Oui. Il existera, ce service Mais moi, je pense qu'il faut qu'il existe. Le président de la République. Mais d'accord, mais attendez, on est encore une fois là, on est aux prémices sur ce sujet. Citoyen d'une semaine par an dans les écoles, c'est une dans les proposition. collèges. Il y a un rapport qui a été publié et c'est une proposition qui a été émise. Mais c'est pas la proposition retenue. C'est une des propositions. Mais la proposition qui est de dire et qui était celle, nous, du projet, qu'en effet, on doit avoir l'équivalent des classes qu'il y avait au moment du service militaire, c'est-à-dire plusieurs semaines qui permettent à chacun d'être placé au même niveau, d'intégrer les mêmes choses, d'intégrer aussi vraiment la nation française. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et de nombreux parlementaires y travaillent. Gabriel Attal, par exemple, est très engagé sur ce sujet. Donc il faut qu'on continue à travailler. Et puis c'est notre rôle aussi de parlementaire. Le service national existera. Vous me confirmez que cette promesse sera tenue. La promesse d'un service, en effet, obligatoire et universel. La promesse d'un service universel sera tenue. 600 000 jeunes par an, ça va coûter une fortune. Hein. Mais qu'est-ce qui coûte plus? Le fait qu'on ait des gens qui soient désœuvrés? Vous me dites oui. Moi, je vous dis que cette promesse-là, d'idée d'avoir un service qui soit accessible à l'ensemble des jeunes de France de manière indifférenciée, qui soit donc universelle, oui, cette promesse-là, on doit pouvoir la garantir. Et nous, au sein de l'Assemblée nationale, on y travaille parce qu'il faut trouver le meilleur des environnements pour le mettre en place. Aurore Bergé, je vais terminer avec les mots de Catherine Deneuve. Vous me direz ce que vous en pensez. Un extrait de son dernier texte. Oui, j'aime la liberté. Je n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d'arbitrer, de condamner. Une époque où de simples dénonciations sur réseaux sociaux engendrent punition, démission et parfois et souvent lynchage médiatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Alors, je suis plus d'accord avec ce nouveau texte qu'avec le précédent, qui me semblait quand même être une injure à un certain nombre de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou sexistes, et notamment d'un certain nombre de signataires. Après, vous savez, la dernière fois que j'étais venue sur votre plateau, on avait un parlementaire de la majorité, vous me disiez... Il est inquiété. Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre à l'écart? Et je vous avais dit non. J'ai dit non, il ne faut pas le mettre à l'écart parce que la présomption d'innocence ne doit pas être remplacée par une présomption de culpabilité. Et c'est ce qu'elle dit. Et là-dessus, je suis d'accord. Si on veut protéger les femmes, il faut que leur parole... C'est ce parlementaire, justement. Il faut que leur parole soit écoutée, il faut que leur parole soit enfin reçue. Ça l'est enfin. Enfin, quand les femmes parlent, on les écoute. Et donc, de plus en plus de femmes parlent. Et ça, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais parfois, on met en cause ce parlementaire, par exemple... alors qu'il n'a pas à être mis en cause, apparemment. Eh bien, la justice fait son travail. Et c'est ce qu'elle a fait en l'occurrence. Par contre, il est sali. Il faut que la justice... Non, il est réhabilité. Oui, d'accord. Il est réhabilité. Vous vous rendez compte ce qu'il a vécu, vous en avez parlé, j'imagine. Heureusement pour lui, j'ai été de celles qui, justement, ont dit de manière très claire et très forte qu'il ne fallait pas mélanger présomption d'innocence et présomption de culpabilité. Pour la première fois, quand les femmes parlent, on les écoute. Et avec une femme sur deux qui meurt tous les jours, avec le nombre de femmes qui sont violées, avec la question du harcèlement dans notre pays qui est un vrai sujet, alors c'est nécessaire, c'est utile et ça fait du bien qu'on puisse enfin entendre la parole des femmes, mais il faut que ça se fasse dans un cadre qui reste un cadre serein et qui reste celui de notre état de droit. Merci Aurore Bergé, il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.